Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Un rapport du psychologue au traitement de la douleur. Cette journée nous invite spécifiquement à nous pencher sur notre apport et notre rapport en tant que psychologue au traitement de la douleur. Il doit donc autant pouvoir y être question de notre rapport à la question du traitement, enteralgologique, que de l'apport de notre contribution à une théorie de ce traitement. Mais il doit également pouvoir être question du rapport qu'entretient le psychologue, du rapport qu'entretient le traitement pluridisciplinaire de la douleur aux psychologues, au pluriel cette fois, à nous autres, c'est-à-dire au traitement qui nous est réservé par l'organisation du travail d'un service et de l'hôpital. Autre chose encore, il semble que cette journée nous invite, nous, psychologues, à établir un rapport de notre action psychothérapique à la clinique de la douleur, peut-être aussi pour justifier ce que l'on y apporte et ce que l'on rapporte alors, en termes aussi bien financiers que thérapeutiques. Cela nous conduit encore ailleurs à nous interroger sur ce qu'aux équipes de soins l'on rapporte de ces espaces si intimes que sont les psychothérapies. Tout ceci n'est pas qu'un florilège de jeux de mots, car les acceptions convoquées ici communiquent intimement les unes avec les autres, du microscopique de la pratique auprès du patient au macroscopique du travail collectif en structure douleur, et ce qu'il apporte et rapporte au vivre ensemble. Je partirai pour introduire du microscopique alors dans la question du rapport au traitement, pour reculer ma focale sur des questions portant sur notre travail, dans ce qu'il a de visible et d'invisible. Il est devenu classique, sinon basique, de lier l'activité des structures de traitement de la douleur à la question de la pluridisciplinarité, au nom de la complexité de l'objet douleur, qui longe la complexité humaine, neuro, bio, psycho, socio-professionnelle, lisons ça et là. Ainsi, les services de traitement de la douleur proposeraient-ils de traiter, et mon néologisme est volontaire, pluridisciplinairement les patients? Pour nombre de ces derniers, l'on ne manque pas de se dire que leur présence dans un tel service est l'unique cause d'un premier rendez-vous avec un psychologue. Derrière cela, une foule de questions se posent. En première ligne, celle des éventuelles spécificités du traitement psychothérapique de la douleur, maillée dans celle des spécificités induites par telle ou telle approche psychothérapique. Car la clinique de la douleur a aussi ceci de singulier que plus que beaucoup d'autres, elle convoque autour de son énigme chaque référentiel. La douleur est une brouilleuse de cartes, écrivait Jean-Bertrand Pontalis. Si elle brouille nos cartes et affole nos boussoles, encore faut-il se demander ensemble ce que cela vient brouiller. Sans doute peut-on convoquer ici les questions des savoir-faire en matière de traitement psychique et celles des buts du dit traitement. Ainsi apparaît notre fil rouge, celui de reconnaître à notre pratique, qui tient pourtant fort du travail invisible, la valeur d'un traitement. Mais parler de traitement psychologique, qu'est-ce à dire? Et comme Sigmund Freud a habilement introduit la question, je vais assez simplement le citer. Psyché est un mot grec que l'on traduit en allemand par Seele. Traitement psychique veut dire par conséquent traitement d'âme. On pourrait donc supposer qu'il faille entendre par là traitement des manifestations morbides de la vie d'âme. Ce n'est pourtant pas la signification de ce mot. Traitement psychique signifie bien plutôt traitement prenant origine dans l'âme, traitement des troubles psychiques ou corporels à l'aide de moyens qui agissent d'abord et immédiatement sur l'âme de l'homme. Un tel moyen est avant tout le mot, et les mots sont bien l'outil essentiel du traitement psychique. C'était en 1905. Il revient alors sur ce qu'il estime être une instance unilatérale de la médecine sur le corporel, dans un article où pourtant il ne parle pas même encore de psychanalyse, alors qu'il a déjà usé du mot. Dans ce texte, lorsqu'il aborde la question de l'influence du médecin sur les conséquences morbides des effets de l'âme, afin de les soulager notamment, il parle essentiellement encore d'hypnose et de suggestion. Ce texte est en ceci fécond qu'il est antérieur à toute tentative de division trop marquée dans les techniques mobilisées. Il me semble ainsi fort à propos pour ouvrir cette journée de conférence sur la question du traitement psychologique de la douleur, dans la mesure où différentes approches y seront convoquées. Le traitement s'entend alors ici autant dans son sens premier, qui trouve bien des synonymes en médecine, quand on parle de prise en charge comme lorsqu'on parle des médicaments, mais il s'entend également dans son sens plus figuré, du traitement que l'on réserve aux patients, en tant que comportement que l'on adopte. Le mot est vague, pourtant, et ramène derrière lui d'autres mots vagues.
Pourrait-on par exemple estimer que la psychothérapie, la psychanalyse, l'hypnothérapie, etc. sont différentes formes de traitement psychologique, tout comme la chimiothérapie, la corticothérapie ou même la balnéothérapie, sous des formes de traitement biologique? L'évaluation est-elle un traitement comme la psychothérapie peut en être un, ou en est-elle la condition? Et dans quel but? Immanquablement, l'on repense ici à l'aphorisme de Lacan, selon lequel la guérison n'advient que de surcroît. Ce n'est évidemment pas une invention lacanienne, mais une tentative de mise en relief d'un élément de la pratique freudienne, à savoir que l'action sur le symptôme n'est pas directement visée, qu'elle n'est pas immédiate, certes, mais avant tout qu'elle n'est pas visée comme but, et qu'elle est finalement plutôt secondaire à la mise en évidence du travail de l'inconscient. Très exactement, et avec plus de finesse que Lacan, Freud écrivait « L'élimination des souffrances n'est pas recherchée comme but particulier, mais à la condition d'une conduite rigoureuse de l'analyse, elle se donne pour ainsi dire comme bénéfice annexe. » Cela soulève entre autres que la temporalité y est particulière. Nous nous accorderons tous ici sur le fait que la question du traitement psychologique des patients douloureux chroniques est intimement liée à la question du temps qu'il faut pour traiter un patient. Que traite-t-on? Des lombalgies, des migraines, des comorbidités dépressives, des dépressions réactionnelles, des causes psychiques, des conséquences psychiques? Qui traite-t-on? Des lombalgiques, des migraineux, des fibromyalgiques, des corps hystériques, des corps organiques, des pensées hypochondriaques, des sujets abîmés de l'amour, du travail, du deuil, de l'exil, des femmes et des hommes douloureux, des relations par la relation? La douleur conduit une patiente dans mon service. Cette tendance à y voir une psychogenèse la conduit à estimer que ses migraines sont la conséquence de sa soumission à un mari qu'elle ne se résout pas à quitter. La psychothérapie n'a aucunement visé, vous l'imaginez bien, ni à l'éradication des migraines, ni à l'ablation du mari. Cela a plutôt mis en lumière l'objet que cette patiente se fait pour l'autre. Ainsi, nous avons, mois après mois, exploré la mesure dans laquelle cède en elle quelque chose jusqu'à la soumettre au désir de l'autre, sans qu'aucune critique ne puisse conduire à aucune action. Ont été, dans le cours des séances, exhumées des scènes de soumission qui se répètent pour elle depuis toujours. En bout de course, cette patiente a confronté puis affronté son époux. Elle a décidé de lui laisser une chance, car elle se laissait par là tout également une chance à elle-même de vivre autrement la relation. Résistant au changement, son mari ne l'a plus terrorisée, mais il l'a déçue. Elle a fini par le congédier, assez sûre d'elle. Elle finit une séance en me disant une bonne chose de faite, mais j'ai encore mal. De quoi s'agit-il? De quoi s'est-il agi? Aurais-je dû d'emblée la guérir de son recours à l'illusion qui le faisait voir dans la douleur la conséquence de sa soumission? C'était pourtant, on l'a vu, une illusion féconde, mise au service d'un travail de remaniement psychique. Dois-je estimer alors qu'indirectement la douleur a guéri ma patiente de sa soumission? Devrait-on espérer que la douleur était le traitement? Estimer, que la douleur était le traitement? Je ne m'aventurerai pas à estimer que la douleur était là dans ce but, et je ne le crois pas. Mais elle a été ainsi capturée à dessein. Aurait-il fallu désinvisibiliser ce processus même? Serait-ce le but de la seconde partie d'un traitement? Puis-je estimer qu'il y a deux parties? On pourrait se perdre en l'interprétation des buts et des chemins pris. Je crois plutôt avoir fait feu de tout bois pour que puisse advenir quelque chose qui n'advenait pas dans son discours. N'avais-je pas le fantasme que la douleur allait alors cesser? Bien sûr que si. N'avais-je pas des doutes à l'encontre de mon fantasme? Tout autant, si. Ai-je traité la soumission plutôt que la douleur? Peut-être. Qu'est-ce à dire? Je citerai cette fois Nathalie Salzman. La guérison ne vient pas de surcroît, elle est un changement dans le monde d'investissement accompli, même si ce n'est que momentanément, chaque fois qu'un sujet réussit à faire tomber ses prisons imaginaires. Qu'ai-je donc apporté à cette patiente, sinon de nouvelles questions qui l'ont finalement, pour un moment et le temps d'une action décisive, désengluée de sa peur de la souffrance, pour qu'elle accepte de souffrir le temps d'explorer qu'un changement puisse advenir. Par son exploration, cette patiente a accepté de retrouver la fécondité douloureuse des conflits sans pour autant que l'on puisse parler de victoire, car aussitôt reparaît le problème, à savoir cette douleur qui reste, mais qui sera le nouveau point de départ, mensonger sans doute, d'une exploration douloureuse nouvelle dont elle sera le prétexte. Je citerai encore Nathalie Salzman. Une porte se ferme, une fenêtre qui n'existait pas s'ouvre, une scène s'illumine, des ténèbres s'installent ailleurs, des douleurs migrent, la folle du logis s'en va dans un autre coin de la vie, cuisiner ses vapeurs. Tout ça ne se quantifie pas, mais se qualifie à peu près. Cela au travers d'une analyse et des repères biologiques d'une vie singulière. Dans quelles conditions cela peut-il advenir? Cela pose la question désormais des buts de notre métier, des règles de notre métier, de notre éthique et donc également de notre rapport aux politiques et au monde social.
Encore une fois, les structures de traitement de la douleur sont des espaces politiques particuliers, où les patients que nous recevons sont souvent précaires, exilés, migrés, isolés, appauvris en ressources pour communiquer, appauvris en désirs, appauvris en avenir. De quoi la douleur chronique est-elle parfois le nom dans le monde social? Et quelle place le psychologue occupe-t-il par rapport à cela? Quelle place pour ces questions dans l'espace psychothérapique? Ne sommes-nous pas les dépositaires d'une foule de questions sociales et politiques pour ces nomades médicaux que sont nos patients, pour emprunter un terme dont ils sont souvent affublés? Ainsi, définir nos pratiques, outre pour en faire une théorie, c'est aussi les faire reconnaître, et je crois que c'est alors l'enjeu principal de ce colloque, que cela tient en ce qu'il peut désinvisibiliser ce qui pourrait alimenter une forme de reconnaissance. Si les psychologues se sont par ailleurs sentis en défaut de reconnaissance ces derniers mois, à travers diverses occasions, je crois que c'est aussi parce que c'est notre travail qui doit viser la reconnaissance. Cette dernière doit porter sur le faire et non sur l'être. Aucun sujet au travail n'est intrinsèquement digne de reconnaissance au travail. Cela doit toujours immanquablement passer par le truchement de la reconnaissance de son travail. Il s'agit donc davantage d'un colloque sur le travail de psychologue que sur les psychologues, sur la contribution que nous apportons au traitement de la douleur, tant pour les patients que pour les équipes pluridisciplinaires. J'ai insisté dans le début de mon intervention sur le traitement des patients, j'insisterai donc désormais sur la coopération dite pluridisciplinaire. Comment le psychologue est-il reconnu verticalement par son fameux N+1, puis horizontalement par ses collègues d'autres professions? Que leur apporte-t-il? Que leur rapporte-t-il? De quoi les règles de l'art du métier de psychologue sont-elles faites en clinique de la douleur? Nos supérieurs peuvent assez peu évaluer le travail dont ils ne partagent pas les règles de métier et les buts, et de fait qui échappent à leur mode, échappent à leur mode d'appréhension, excepté en termes de résultats de productivité. Mais comment alors évaluer notre travail avec d'autres critères? Je crois que c'est la question que pourrait en après-coup raviver ce colloque. La gratitude des patients compte beaucoup, ainsi que celle de nos collègues, mais la gratitude n'est pas la reconnaissance. Je transite brièvement par l'approche de la psychodynamique du travail pour rappeler combien la gratitude se passe de l'évaluation des contraintes réelles de travail et de la conformité aux règles de l'art et à l'éthique. Toute cette part invisible qui fait partie du traitement de nos patients, qui fait partie de notre activité thérapeutique, quelle est-elle? Quel rapport peut-on avoir et quel rapport peut-on faire à cette part invisible du métier et que donnerait un effort de désinvisibilisation? C'est un autre enjeu de cette rencontre aujourd'hui. Alors en cela, il s'agit d'essayer de révéler un peu de quel bois est faite notre ingéniosité, notre intelligence individuelle, celle-là même qui nous permet de travailler sur un mode sur mesure, à partir de nos référentiels théoriques singuliers et de nos conceptions de la pratique. Mais également, il s'agit de révéler quelque chose de l'intelligence collective qui se maille au sein d'une équipe de soins en algologie. En somme, si je longe la psychodynamique du travail, je crois que l'objet de ces rencontres est aussi celui des conditions dans lesquelles notre travail peut conserver sa valeur sublimatoire. Rappelons ici que la sublimation est d'abord pour Freud en 1908 une capacité de la pulsion d'échanger le but sexuel originaire contre un autre but. Elle finit par être considérée finalement en 1933 comme une certaine sorte de modification du but et de changement de l'objet, dans laquelle notre échelle de valeur sociale entre en ligne de compte. Cette échelle de valeur sociale, en tant que voie par laquelle est détournée la pulsion égoïste, est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, puisqu'elle englobe l'éthique et la déontique, et qu'elle mène au sentiment d'un accomplissement. Quel supplément d'âme gagne-t-on à exercer en structure de traitement de la douleur, et quel obstacle à cela? Voilà encore une forme qu'aurait pu prendre la question, du côté cette fois de nos rapports à l'organisation du travail dans un hôpital. La réponse aurait immanquablement conduit à nous faire parler de la dimension collective et de notre concours au vivre ensemble. Ce vivre ensemble, il est fondé sur nos engagements, ainsi que sur nos coopérations. Qu'il s'agisse des coopérations horizontales avec nos collègues ou verticales avec nos gestionnaires, ou encore transverses avec nos patients. Là où l'on parle si souvent d'alliance thérapeutique, tantôt pour la trouver, tantôt pour la provoquer, je préfère souvent le terme de confiance, car le patient mise, il prend un risque. Cela pose aussi la question de la demande, car le travail de celle-ci et du travail de celle-ci, de la demande sociopolitique adressée aux structures douleurs, de la demande thérapeutique adressée à nous, psychologues, et des formes de demande que nous adressent les équipes de soins, celles des structures de traitement de la douleur, comme celles des autres services qui nous adressent nos patients. Ainsi allons-nous explorer aujourd'hui divers enjeux, tous noués les uns aux autres. Nous aurons le plaisir d'accueillir des psychologues cliniciennes et psychologues cliniciens d'inspiration théorique différente et au savoir-faire et techniques singulières, qui pour chacune et chacun
soulèveront une question assez volontairement épineuse du métier, de l'ordre de l'activité du psychologue, comme répondant à des règles de métier, et à un but, en passant par des savoir-faire et de l'ingéniosité, et de l'ordre de la place du psychologue dans un collectif de travail pluridisciplinaire. Il me semble que cette journée peut se donner pour tâche de désinvisibiliser alors l'invisible de nos pratiques. Pour cela, outre les oratrices et orateurs de la journée qui vous seront à chaque fois présentés, nous aurons pour mettre les choses en relief, pour ouvrir nos réflexions, pour discutantes et discutants, Franck Henry, psychologue et doctorant en psychologie à l'Université de Tours, en exercice en structure douleur au CHU de Limoges, ancien membre de la commission des psychologues de la SFETD. Benoît Maillard, psychologue en CHU de Nantes, docteur en psychopathologie clinique, chargé d'enseignement à l'Université de Nantes et coordinateur pédagogique du DIU clinique et psychopathologie de la douleur. Marjane Bridou, maîtresse de conférences en psychopathologie et psychologie clinique à l'Université de Paris 8, membre du laboratoire Psychologie et processus de changement. Elle a exercé en tant que psychologue pendant 10 ans au sein d'un centre d'évaluation et de traitement de la douleur et a participé à une expertise collective INSERM sur les syndromes fibromyalgiques de l'adulte et de l'enfant publié en 2020. Elle est l'auteur d'un article et 2 chapitres d'ouvrages collectifs sur les thérapies comportementales et cognitives de la douleur chronique. Pour conclure et pour ouvrir, nous accueillerons Raphaël Mingeard, professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'Université Lyon 2, psychologue clinicien et psychanalyste membre du 4e groupe et en exercice à la consultation douleur de l'hôpital Croix-Rousse à Lyon, ancien secrétaire général de la SFETD. Mais pour ouvrir, je vais donner la parole à Catherine Dupuis-Gauthier, maîtresse de conférences HDR en psychopathologie clinique à l'Université de Lille, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris, cofondatrice et directrice de l'Institut de psychothérapie psychanalytique de l'enfant et de l'adolescent de Lille, ainsi que co-responsable pour l'Université de Lille du diplôme interuniversitaire de psychologie de la douleur, en partenariat avec les universités de Nantes et Dijon.